Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité, Mathias Vichra. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de Sciences Po Paris depuis 2021. Vous êtes passé par l'ENA, la haute administration et aussi la politique. Tout en préparant le concours de l'ENA, vous avez travaillé auprès de Jean-Luc Mélenchon, alors ministre délégué à l'enseignement professionnel, admis à l'ENA. Vous faites partie de la promotion Léopold Sédar Senghor, où vous côtoyez qui Emmanuel Macron, le président de la République, et vous y créez aussi une antenne de la CFDT. Votre carrière de haut fonctionnaire vous conduit notamment à la mairie de Paris, comme directeur de cabinet de Bertrand Delanoë puis d'Anne Hidalgo, avant de rejoindre la SNCF puis Danone. Alors puisque cette émission, Mathias Vichra, s'appelle Les Enfants de la République, qu'est-ce que représente la République pour vous ? Ah, ça pourrait être un sujet de Sciences Po. Voilà, ou de l'ENA. Ou de l'ENA. Pour moi, la République, c'est le ciment commun. C'est-à-dire que c'est comment, dans une société où il y a beaucoup de différences d'origine, de parcours, de croyances, comment on fait un ciment commun ? C'est-à-dire comment on fait vivre une forme d'universel sur laquelle tout le monde se retrouve. Et je crois que la République ne peut pas être limitée à un système politique ou à des institutions. C'est aussi cette espèce de sentiment d'ensemble. Et moi, je crois que c'est absolument indispensable, par les temps qui courent, de remettre de la République dans beaucoup de politiques. Et c'est ce que j'essaie de faire à Sciences Po, parce justement, que je pense que la République a besoin d'être à nouveau revivifiée, renforcée dans beaucoup d'institutions. Justement, un sentiment d'ensemble, la République et ses valeurs, est-ce qu'elles sont vraiment incarnées par Sciences Po, à Sciences Po, et comment ? Oui, elles sont vraiment incarnées à Sciences Po, et je vous donnerai quelques exemples de cela. La première, c'est que nous avons une politique d'ouverture sociale et d'égalité des chances inédite dans l'enseignement supérieur français. C'est-à-dire qu'on a à la fois 97% de mentions très bien au bac dans les admis, donc l'excellence, et en même temps 30% de boursiers. Et tous les départements français représentés. Donc la République s'incarne d'abord dans l'égalité des chances, dans la possibilité pour tous et pour toutes d'accéder à de l'enseignement supérieur de très grande qualité. Ça, c'est une chose très importante. La deuxième chose, c'est de maintenir le pluralisme. Parce que la République s'incarne non pas. Ça veut dire quoi, le pluralisme, ça veut dire faire en sorte que dans les invités, dans l'origine des profs, dans les événements qui se passent à Sciences Po, il y ait une vraie pluralité de points de vue. La République vit par ce pluralisme, par la confrontation d'idées, et c'est quand la cacophonie s'installe, quand on s'écoute plus, quand il n'y a plus d'éthique du débat, quand il n'y a plus de possibilité d'une vraie confrontation d'idées, que la République s'amenuise. Et donc moi je pense qu'à Sciences Po, et c'est ce que je souhaite faire, et c'est ce que nous faisons déjà depuis longtemps, il faut avoir ce pluralisme. Et puis après, la République, c'est aussi au-delà des frontières, c'est la part d'international. Justement une question là-dessus. Quel rôle de l'université et de Sciences Po pour les démocraties dans le monde ? C'est très important parce que les démocraties, c'est ce qui va faire à la fois évidemment les électeurs d'aujourd'hui déjà et puis les dirigeants de demain. Je pense à Sciences Po notamment, on forme à la fois des journalistes, des hauts fonctionnaires, des dirigeants d'entreprise et donc on a une responsabilité très forte et on sait que la manière dont on formera... Donc venant d'autres pays. Venant d'autres pays aussi parce qu'on a 50% d'étudiants internationaux et la manière dont on les formera aura des conséquences sur la société de demain en France, en Europe et à l'étranger. Et donc, qui tisseront ensuite des liens avec la France. Exactement. Et ça, c'est un point vraiment très important. Donc, évidemment, il y a ce sujet du débat, il y a les matières qu'on enseigne. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'on renforce, par exemple, les enseignements sur la transformation environnementale et sur le numérique, qui sont absolument clés et qui impactent, on le voit, nos démocraties. On voit les réseaux sociaux d'un côté et les GAFA sur la transformation environnementale et le rôle du climat dans nos sociétés en matière économique, en matière juridique, c'est un élément indispensable. Donc, je souhaite renforcer les enseignements dans ce domaine. Ce qu'on a déjà fait, un cours obligatoire de 24 heures pour toutes les premières années, une école du management qui devient l'école du management et de l'impact. Bref, on a beaucoup de choses dans ce domaine. On va en parler, mais d'abord, international, on parle d'international, de démocratie. C'est peut-être ce qui vous a conduit à ouvrir les portes de Sciences Po à Volodymyr Zelensky. C'était il y a un an, on était très honorés puisque la première prise de parole qu'il avait devant des étudiants, il a choisi Sciences Po. Pour deux raisons. D'abord, la première, c'est qu'on accueillait 70 étudiantes ukrainiennes réfugiées en cours de scolarité, c'est-à-dire qu'on a levé de l'argent pour accueillir des étudiants réfugiés. On souhaite renforcer ce rôle d'abri de Sciences Po. Et la deuxième, c'est qu'à Sciences Po, on est assez habitué à accueillir des prises de parole de dirigeants du monde entier. Et donc, c'est la raison pour laquelle, avec l'ambassadeur d'Ukraine en France, on a monté cette intervention du président Zelensky. Alors, un an après, Mathias Vichra, la guerre de Poutine en Ukraine, elle vous inspire quoi ? Elle nous inspire, nous, d'abord, le fait qu'il faut que les universités comme les médias puissent avoir un rôle de
compréhension de ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de conférences. On a beaucoup de profs spécialisés de cette région qui font des conférences ouvertes aux étudiants et plus largement. Et je pense qu'on a besoin d'une sorte de boussole à la fois historique, cognitive, pour comprendre ce qui se passe. Et donc le rôle des universités, c'est aussi d'avoir cette logique de décryptage de ce qui se passe. Après, il y a aussi des prises de position, et nous avons pris des positions très fermes. Par exemple, moi j'ai rompu tous les partenariats avec toutes les universités russes dès que les recteurs de ces universités ont commencé à dire nazification, dénazification, etc. Donc là, ça a été très clair pour nous, tout en continuant à accueillir des étudiants russes, parce que les étudiants russes qui souhaitaient rester à Sciences Po montraient par là même une forme d'ouverture assez orthogonale par rapport au régime russe. Tout au long de vos études et aussi de votre parcours, vous avez appris ce qu'était l'histoire. Hein. Poutine, c'est un barbare? Alors, je ne sais pas si on peut le qualifier de barbare, c'est pas à moi de le dire. Sa guerre, c'est une guerre barbare? En tout cas, c'est une guerre d'agression, très clairement. C'est une guerre qui reprend en plus des ferments de propagande de manière très nette, et qui s'appuie sur des mensonges historiques. Il y a eu beaucoup de travaux d'ailleurs sur la réappropriation par Vladimir Poutine de l'histoire russe en la déformant complètement. Et donc il y a un sujet aussi de rapport à l'histoire. Et là, on est au cœur l'histoire de l'Empire russe et de l'Empire soviétique. Exactement. Et là, on est dans un sujet qui intéresse une institution comme la nôtre, puisque le rapport à l'histoire est évidemment un sujet universitaire très important. Alors, retour au monde universitaire à Sciences Po, Mathias Wichra. Quel engagement de Sciences Po en matière de liberté académique? Jusqu'où peut-on invoquer la liberté académique? C'est un point très important. D'abord, il faut savoir que la liberté académique est remise en cause et en danger dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays de dictature, évidemment. Et vous allez préciser ce que vous entendez par liberté académique. Bien sûr. La liberté académique, c'est la liberté d'enseigner et de rechercher, de faire de la recherche. Ce qui est sûr, c'est que, d'abord, il y a une remise en cause dans beaucoup de pays. Par exemple, c'est un élément quand même très, très inquiétant. En Hongrie, Central European University, qui est un de nos partenaires, a dû se déplacer à Vienne parce que les autorités hongroises ont fait pression parce que c'était une université financée par George Soros, considérée comme trop libre, et donc elle a dû se déplacer. Donc même en Union européenne, avec des relents antisémites concernant George Soros, et on précise la Hongrie, le régime de Orban. Exactement. Il y a d'autres cas de remise en cause des libertés académiques où il y a des chercheurs en exil. On en accueille à Sciences Po, des chercheurs qui ont été persécutés dans leur pays, que l'on accueille à Sciences Po en résidence. Et puis il y a le sujet de la liberté académique au sens liberté d'expression des chercheurs. Et là, France Université m'a confié une mission pour avoir un groupe de travail avec une dizaine d'universités pour voir comment permettre de faire en sorte de protéger la liberté académique. Moi, je suis contre l'interdiction. Toute forme d'interdiction quand il s'agit de travaux universitaires. On va en parler. Il faut que les universitaires puissent s'exprimer, il faut que les séminaires puissent se dérouler, et quand il y a des demandes parfois qui peuvent arriver parce que tel universitaire n'est pas dans la ligne de telle ou telle association ou tel parti, moi je m'oppose systématiquement parce que je pense que le principe d'abord du contradictoire est indispensable et qu'il faut respecter la liberté universitaire, la liberté académique, et c'est un rôle très important, je pense, pour les présidents d'université, et c'est un rôle très important dans notre pays. La liberté académique n'est pas assez protégée, je trouve. Justement, ça nous fait parler de l'actualité, Mathias Wichra. La Sorbonne a fait polémique après avoir reporté la conférence sur les frères musulmans de la chercheuse Florence Bergeau-Blaclair. Qu'est-ce qu'en pense le directeur de Sciences Po ? Alors, je ne vais pas être je sais que c'est compliqué dans une forme d'ingérence par rapport à mes collègues. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, il y a eu, à mon arrivée, des discussions autour de la lecture de la lettre de Charb, vous savez, sur l'islamophobie. Beaucoup d'universités avaient interdit. Donc, Charb assassiné avec les journalistes de Charlie Hebdo. Et il y a eu des groupes qui ont fait en sorte que cette lecture ne puisse pas avoir lieu dans certaines universités. Moi, j'ai tenu à mon arrivée, et on l'a fait avec l'UEJF, avec notamment, l'UNEF. si je ne me trompe pas, à Grenoble. Alors, je ne sais plus. Bref. En tout cas, il y a eu plusieurs universités qui n'ont pas pu le lire. Moi, j'ai tenu à dire qu'il était très important que ça puisse exister. De la même manière, par exemple, que récemment, M. Alain Finkielkraut est venu à Sciences Po. Il a fait l'objet de quelques polémiques où des associations d'étudiants ont considéré que... Moi, j'ai considéré que la liberté académique totale, M. Finkielkraut est invité à Sciences Po, il vient à Sciences Po. Donc,
là-dessus, ce que je peux dire, c'est que moi, je considère que le principe d'interdiction ou le principe de report n'est pas un bon principe parce qu'on commence à céder à la pression. Et comment vous expliquez qu'à la Sorbonne, on pense le contraire de vous ? Et que les actes ne suivent pas ce que vous proposez, vous ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne veux pas donner de leçons. Vous le regrettez ou pas ? Moi, je ne veux pas donner de leçons. Ce que je trouve dommage, c'est quand on ne permet pas à des chercheurs, quel que soit ce que l'on pense de leur position, de pouvoir s'exprimer librement dans une enceinte universitaire. Est-ce que Florence Bergeau-Blaclair, par exemple, pourrait venir s'exprimer à la Sorbonne ? À Sciences Po, pardon. La conférence qu'elle voulait tenir à la Sorbonne, est-ce qu'elle peut ? Est-ce que vous souhaitez qu'elle puisse la tenir à la Sorbonne ? D'abord, c'est pas à moi de dire. Il y a des invitations qui peuvent se faire, etc. En tout cas, nous, on est un lieu qui accueille énormément de conférences de tous ordres. D'ailleurs, parfois, quand il y a des polémiques, il peut y avoir un principe de contradiction, ce qui est très sain, c'est-à-dire qu'il y a deux points de vue qui sont présentés et comme ça le débat peut exister. Donc j'ai pas reçu d'invitation. Mais si, nous, en tout cas, mais si elle le souhaite. En ce moment, il n'y a pas d'élèves, donc c'est pas forcément le moment. Mais si elle le souhaite et si elle le demande, on pourra organiser quelque chose. Alors l'un des exemples les plus emblématiques en matière de liberté académique a été donné par le débat sur l'islamo-gauchisme, au cours duquel, c'est en février 2021, la ministre chargée de l'enseignement supérieur de l'époque avait sollicité un rapport sur la diffusion de ce courant au sein des universités françaises. Est-ce que ça vous parle, vous, l'islamo-gauchisme ? Je pense que il faut faire attention parfois aux termes que l'on emploie et à ce que l'on met derrière. Je pense notamment au wokisme, à l'islamo-gauchisme. Ça peut recouvrir des réalités. Par moments, ça peut être utilisé comme une manière de décrédibiliser l'autre et de ne même pas débattre avec l'autre. C'est-à-dire qu'on lui jette à la figure qu'il est islamo-gauchiste ou qu'il est wokiste, et donc on ne veut pas discuter. Moi, je ne sais pas ce que ça recouvre concrètement comme réalité, y compris dans l'université. Je ne suis pas confronté à ça à Sciences Po, et donc je n'ai pas de commentaires à faire à ce niveau-là. Alors, depuis des années, Mathias Visserat, certains cours de sciences, certains cours d'histoire, la Shoah, ne peuvent plus être enseignés dans les écoles. Et donc là, je ne parle pas de Sciences Po, mais j'élargis la focale dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Et désormais, c'est la laïcité, le débat et pour tout dire, le savoir qu'on voudrait interdire à l'école. Comment en est-on arrivé là et comment on met fin à ces dérives ? Parce que ça peut vous concerner aussi. Alors, non, parce que... non, mais ça peut vous concerner en tant que universitaire. Oui, là-dessus, d'abord, à Sciences Po, nous, on a souhaité que la lutte contre l'antisémitisme à travers le savoir soit très développée. C'est pour ça qu'on a signé un partenariat, que j'ai signé un partenariat avec le Mémorial de la Shoah. C'est pour ça qu'on a un partenariat avec le Camp des Milles aussi, pour qu'il y ait des élèves qui puissent y aller. C'est pour ça que Esther Seno, une des rescapées de la Shoah, est venue à Sciences Po. C'est pour ça que Beate Klarsfeld a fait la leçon inaugurale. Moi, je souhaite qu'il y ait une mémoire vivante et une conscience vivante, appuyée sur l'histoire, sur la lutte contre l'antisémitisme. Ça me paraît absolument essentiel. Je crois que dans beaucoup d'écoles, il y a un manque d'information, parfois peut-être un manque de mobilisation de l'équipe professorale sur ces sujets. Et moi, ça me paraît être une cause nationale extrêmement importante. Et que c'est souvent l'ignorance aussi qui est le berceau, ou en tout cas l'accélérateur de ce type de comportement. Et on précise quand même une chose, il n'y a pas que l'antisémitisme, tous les racismes se valent, l'homophobie, tous les racismes. Et d'ailleurs, c'est souvent un package. C'est souvent un package, et il y a souvent les différents aspects. Alors, Sciences Po, donc vous venez de le préciser, a signé un partenariat avec le Mémorial de la Shoah, car, je vous cite, c'est vous qui le dites, les diverses formes d'antisémitisme exigent un combat indéfectible et constant qui s'inscrit dans l'ADN de Sciences Po. Donc ça veut dire que le travail de mémoire, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un travail absolument essentiel. Avec Jacques Fredge, on a souhaité... Donc du Mémorial de la Shoah. Qui est le directeur du Mémorial de la Shoah. On a souhaité développer toute une série d'expositions, faire des conférences croisées, organiser aussi une mobilisation, une formation de nos enseignants aussi sur le sujet. Et donc, ça me paraît absolument essentiel, et c'est un combat qui est un combat continu et qui demande une mobilisation permanente. Donc je serai de ce combat parce que ça me paraît absolument essentiel. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire organiser, on l'a déjà fait, des conférences ensemble, organiser des expositions, faire en sorte d'avoir des mobilisations qui puissent être faites auprès de certains lycées, parce qu'ils font beaucoup ça au niveau du Mémorial de la Shoah. Donc Sciences Po souhaite participer aussi à cette mobilisation. Le Mémorial accueille des milliers et des milliers de lycéens et de collégiens tous les ans. Et c'est super d'avoir ce travail-là. Donc nous, on souhaite aussi appuyer
appuyer cela. On a des historiens qui sont spécialistes de cette période, et donc je pense à Jacques Semelin et à d'autres, et donc on souhaite vraiment pouvoir appuyer le mémorial de la Shoah dans cette action. Autre thème, qui peut-être quelque part est un peu lié. Sciences Po a rendu hommage, c'était le 23 mars dernier, à David Gritz, l'un de ses anciens étudiants, assassiné le 31 juillet 2002 par des terroristes palestiniens à la cafétéria de l'université hébraïque de Jérusalem. Que faut-il retenir de cette commémoration que vous avez tenu à lui rendre hommage, cet hommage dans le grand amphi de Sciences Po, ou qu'il a fallu attendre 22 ans pour que cet hommage lui soit rendu? Moi, j'ai un verre devant moi, je vois toujours les verres à moitié plein plus qu'à moitié vide. Donc je dirais le verre à moitié plein, qui consiste à dire qu'il était très important d'honorer la mémoire de David Gritz, parce que... Un philosophe spécialiste de Lévinas. De Lévinas, Emmanuel Lévinas. Et qui a eu... D'ailleurs, il y avait beaucoup d'anciens de ses amis qui étaient dans l'amphithéâtre, c'était extrêmement émouvant, j'ai eu un échange avec sa maman. Ça me paraissait très important que Sciences Po ancre dans son institution et de manière permanente le nom de David Gritz. Pour moi, c'était essentiel. Et que ce soit dans l'amphithéâtre Boutmy, où il a passé la plupart des heures de sa scolarité à Sciences Po, c'était aussi un symbole pour moi qui me paraissait très important. C'est pour ça que j'ai souhaité que ça puisse se dérouler. Et on l'a fait en lien, évidemment, avec l'UEJF. Avec l'UEJF. Alors, d'ailleurs, au passage, vous avez été confronté au terrorisme en 2015, alors que vous étiez directeur de cabinet d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Est-ce qu'on sort indemne de ce genre d'événement? Comment on vit de tels moments, Mathias Vichra? C'est très difficile parce que j'ai été à chaque fois présent à la fois à Charlie Hebdo juste après la tuerie, pendant la prise d'otage à l'Hypercacher, et puis après avec Anne Hidalgo, avec le procureur François Molins, avec le préfet de police, à l'angle du Bataclan, dès l'intervention, quelques 30 minutes après, des terroristes. Et ça vous laisse pas du tout indemne. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, oui, parce qu'il y a des travaux de recherche à Sciences Po sur à la fois les victimes et puis les témoins de ces événements. Et j'ai eu à m'exprimer en tant que témoin devant des chercheurs de Sciences Po pendant 2 heures, et je dois dire que ça s'est passé il y a 1 an, donc très longtemps après, et ça m'a bouleversé en fait de revivre. Parce qu'on était auprès des victimes, on était auprès des parents, on est allé à l'hôpital voir les blessés, et ça a été pendant des semaines une espèce d'intensité de souffrance absolument épouvantable, et donc ça vous laisse pas indemne, et ça vous donne aussi des clés de ce qu'il faut faire et de la manière dont il faut être, je pense, très droit et très net dans les prises de position sur ces sujets. L'islamisme, Mathias Vichra, est un nouveau totalitarisme? Ça, vous me posez beaucoup de questions qui pourraient être des questions de Sciences Po. Non, je pense d'abord il y a. Et c'est aussi une question d'actualité. Oui, non, je pense qu'il y a à faire d'abord évidemment la part, ce que font évidemment la plupart des journalistes, mais pas tous, entre l'islam et l'islamisme. Bien sûr. D'abord, bien sûr. Ça me paraît absolument essentiel. Et les journalistes et les politiques. Et les politiques, bien sûr. C'est pas seulement un point sémantique. C'est un point, je pense, très important pour savoir de quoi on parle. Et d'ailleurs, à Sciences Po... C'est pour ça que je dis islamisme, mais je dis pas islam. Oui. Et d'ailleurs, à Sciences Po, on a un programme... d'ailleurs, les musulmans qui sont les premières victimes. Bien sûr. Oui, bien sûr, du terrorisme islamiste notamment. Et d'ailleurs, à Sciences Po, on a un programme qui s'appelle Emouna, qui est sur le dialogue interreligieux et qui justement combat toutes les formes de fondamentalisme religieux. Parlez-nous d'ailleurs d'Emouna. Alors, Emouna, c'est un programme qui a été lancé il y a 5 ans, qui est unique au monde, et d'ailleurs que Columbia va répliquer, l'université de Columbia, qui consiste en fait à avoir des promotions d'une 40aine d'étudiants qui sont des imams, des rabbins, des pasteurs. On a tout un dispositif, et on a notamment Pauline Bèbre, Raïm Corsia qui sont avec nous pour mettre en place ce dispositif. C'est sur 1 an, il y a un diplôme à la fin, et ça permet d'avoir une forme de formation continue commune à ces religions sur tous les sujets de société. Et ça marche très très bien. Les différentes promotions des années après continuent à se voir, à échanger, et ça tisse du lien entre les religions. Et ça, je pense, un rapprochement entre les religions, entre les religieux. Hein. Exactement, via les religieux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un rapprochement entre les religions via les représentants du culte. Et ça, je trouve que c'est un programme vraiment
qui est source d'espoir, parce que quand on voit la manière dont il y a une forme de fraternité très forte et de communion qui se place entre les participants, c'est vraiment très chouette. Vous venez de parler de Columbia. Sciences Po a aussi un accord de partenariat avec l'Université de Tel Aviv, avec à la clé échange d'étudiants, de professeurs et organisation de colloques en commun. Ouais, et ça va. Je vais d'ailleurs y aller dans quelques temps avec François Elbron, qui est professeur affilié chez nous, et qui va se concentrer beaucoup sur la partie juridique notamment, puisqu'on a une école de droit à Sciences Po qui a un partenariat avec l'école de droit de l'Université de Tel Aviv, avec les mêmes approches, qui est un droit, non pas un droit simplement abstrait, mais un droit à travers des cliniques du droit, c'est-à-dire un droit très opérationnel. Avec justement, par rapport à ce programme, d'après ce que je crois savoir, un travail sur les Érythréens. Oui, c'est vrai. Qui sont... vous êtes bien informés. Qui vivent en Israël. Exactement. Et qui ont des problèmes pour y rester. Oui, exactement. C'est vrai qu'on a travaillé là-dessus aussi. Ouais. Et ça nous paraît vraiment important. Donc, c'est pas simplement... Avec la plupart des universités, avec beaucoup d'universités étrangères, on a 500 partenariats des universités, on a beaucoup d'échanges d'étudiants. Donc ça, c'est une des composantes de notre partenariat avec l'Université de Tel Aviv. Mais là, on va plus loin parce qu'on va sur du partenariat de recherche. Et on a nos chercheurs qui vont à l'Université de Tel Aviv et l'inverse, des chercheurs de l'Université de Tel Aviv qui viennent en résidence à Sciences Po. Donc c'est vraiment un partenariat très fort et que l'on souhaiterait aussi développer dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce que l'Université de Tel Aviv est une des meilleures du monde dans ce domaine, parce que nous, on travaille aussi beaucoup du côté des sciences humaines et sociales là-dessus. Donc on regarde si on n'a pas, sur les questions du numérique et de l'intelligence artificielle, des partenariats à nouer. Alors on revient sur le questionnement du départ de cette émission. Comment l'école de la République et l'université peuvent incarner l'esprit de la République, les valeurs de la République ? Ouais, d'abord, je l'ai dit en début d'émission, mais il y a un élément très important pour moi qui est qu'il y a beaucoup de plafonds de verre dans la société et on a un dispositif scolaire qui est vraiment à 2, voire à 3 ou à 4 vitesses. Et je crois très important de faire en sorte que les grandes écoles, les grandes institutions, les grandes universités puissent s'ouvrir à tous les talents. Qu'il n'y ait pas une forme d'endogamie familiale, sociale, qui permette de faire en sorte que ce sont toujours les mêmes qui accèdent à ces universités. Et ça, Sciences Po, via Richard Descoings, via Frédéric Mion après, c'est réellement ouverte, vraiment. On a 30% de boursiers aujourd'hui à Sciences Po, c'est énorme pour une grande école. On a des étudiants qui viennent de la France entière, et donc ça, je trouve que c'est un des éléments et un des rôles que l'université et les grandes écoles doivent jouer, ne serait-ce que pour faire en sorte que la jeunesse se dise c'est possible, c'est difficile, mais c'est possible. C'est quand on a l'impression que l'horizon est bouché et que quoi qu'on fasse, de toute façon on n'y arrivera pas, que les tensions sont encore plus grandes. Donc ça, je pense que c'est un axe très important. Et l'autre axe, c'est d'une certaine manière de faire vivre l'éthique du débat, d'essayer d'éviter la cacophonie ambiante qui ne se joue pas que dans les universités, qui se joue sur les plateaux de télévision d'information continue, qui se joue à l'Assemblée nationale, où on a l'impression qu'en réalité on ne peut plus débattre. On essentialise le débat, c'est-à-dire que l'autre qui n'a pas la même idée, on combat l'autre et non pas l'idée, alors qu'on devrait d'abord combattre l'idée. L'autre est un individu, un être humain, et donc ça c'est un vrai sujet. Et donc nous on souhaite mettre... Ce qui conduit à la violence dont on parlera tout à l'heure. Exactement. Et alors vous êtes quelque part, Mathias Vichra, un symbole de la méritocratie républicaine. Est-ce que le problème de la France, l'un de ses problèmes, n'est pas que l'on déteste ses élites, que l'on ne respecte plus ces élites, et notamment les enseignants ? Alors, je ne sais pas si moi je suis vraiment un symbole de cette méritocratie. En tout cas, ce que je pense, c'est que il faut que les élites, quelles qu'elles soient médiatiques, politiques, universitaires, économiques, puissent d'abord mieux se confronter au réel. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi des espèces de bulles étanches qui font qu'on a des élites qui sont quand même assez coupées. La deuxième chose, c'est que je crois aussi que ces élites devraient être un peu plus représentatives du pays tel qu'il est. Et qu'on a encore du chemin en termes de féminisation, d'origine sociale, etc. Et donc c'est aussi ça la légitimité des élites, c'est d'où elles viennent, pour reprendre cette phrase de 68, d'où tu parles. D'où tu parles, c'est-à-dire qui tu es, etc. Et là je trouve qu'il y a quand même du chemin à faire, et je pense qu'une institution comme Sciences Po, et il y en a d'autres, participe de ce renouvellement des élites pour avoir des élites aussi qui soient des élites populaires, et que du coup elles aient plus de légitimité dans l'œil de la population. Moi je crois que vous avez raison, la crise des élites c'est aussi une crise de la démocratie. C'est-à-dire que quand on commence à considérer que chaque élite est douteuse parce qu'on l'a
suspecte d'être pour son propre intérêt, à s'enrichir, c'est le propre des régimes totalitaires. Ouais, exactement. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je crois qu'effectivement, dans ce lot-là, on avait les hussards de la République, les enseignants du secondaire, universitaire, qui étaient très respectés à une époque. Et de l'école élémentaire. Et de l'école élémentaire. Quand on appelait les hussards de la République, vous avez raison, c'est aussi l'école élémentaire. Et là, aujourd'hui, je trouve que le rapport au savoir mériterait d'être un peu plus valorisé. Et alors, Sciences Po qui forme aussi les décideurs et leaders de demain. Alors, comment à partir de ça, mais l'excellence, la cohérence, la transition environnementale et numérique dont vous avez parlé au début de cette émission? Ça me paraît essentiel parce que c'est d'abord une attente des étudiants. Vous avez en souvenir les cérémonies de diplomation, notamment d'AgroParisTech de l'année dernière, où il y a des étudiants qui disaient « je veux sortir du système, je veux bifurquer ». Ça a choqué tout le monde. Ça a beaucoup ça a interrogé aussi ouais. sur l'idée de se dire « mais quel est le problème des formations qu'on leur propose et pourquoi n'ont-ils plus envie d'être dans le système économique ?» Ce qui ne veut pas dire que moi je considère qu'il faut bifurquer, il faut déserter parce que sinon on fait autre chose. Hein. Voilà, mais en revanche, ça interroge d'abord sur les formations. Et moi je pense effectivement que sur l'écologie et le numérique, il faut que les universités, les grandes écoles, etc. soient beaucoup plus fortes dans la formation. D'abord, ça permet de raconter un peu moins n'importe quoi et ça permet de donner un cadre aussi à la réflexion. Mais ça permet autre chose, et là c'est plus d'ordre professionnel, c'est que demain, que vous soyez journaliste, haut fonctionnaire dans une entreprise, il faut avoir été formé, je pense, à ces enjeux. L'enjeu climatique n'est pas simplement un enjeu parcellaire qui concerne des aspects environnementaux, ça va concerner tous les pans de la société. Et le monde entier. Hein. Et le monde entier. C'est vrai aussi sur le numérique, on le voit bien, le numérique avec notamment l'intelligence artificielle récemment impacte considérablement les formes de fabrique de l'information, du savoir, etc. Donc ça me paraît vraiment important qu'une université comme Sciences Po, et c'est ce qu'on fait, soit très en avance sur ces sujets en matière de formation. C'est un prérequis professionnel, mais aussi parce que ça correspond évidemment aux attentes de cette jeunesse. Avant de venir sur votre parcours à l'ENA, votre parcours à la mairie de Paris, qu'est-ce que vous en retenez? Et puis, c'est pour parler un peu de l'actualité. Au passage, que vous inspire le prix des billets des Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine, de plusieurs centaines d'euros pour des compétitions sportives, jusqu'à 2700 € pour la cérémonie d'ouverture. Est-ce que ça correspond à ce que, éventuellement, vous vouliez obtenir au départ? Est-ce que c'est parti pour être vraiment un rendez-vous populaire? Alors d'abord, je dois vous dire que avoir une expérience dans une collectivité, notamment une ville, la mairie, oui. Paris ou une autre, ouais. c'est absolument Paris, passionnant. C'est quand même, et notamment bosser pour la ville dans laquelle vous vivez, il y a vraiment un aspect particulier parce que vous êtes en permanence sur des sujets d'intérêt général. Ça va de sujets par exemple, quand on a eu la crise migratoire pour trouver de l'hébergement pour les migrants, à la politique d'urbanisme, à la rénovation des logements, passant par la politique culturelle. Et donc, ça, c'est absolument passionnant. Les Jeux Olympiques. Alors, sur les Jeux Olympiques, moi, effectivement, j'étais dans mon poste de directeur de cabinet, j'accompagnais la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques. Donc, j'étais très heureux que Paris puisse être désigné à Lima pour les Jeux de 2024. Mais sur le prix des billets, j'ai pas vraiment de commentaires à faire. Non, mais moi, je sais que tous les prix ne sont pas comme cela. Ça commence aux alentours de 100 €. Ah, non, il y a des prix plus bas. Il y a des prix plus bas parce que j'ai regardé la liste qui m'avait été envoyée. Je crois que ça commence autour d'une quarantaine d'euros, 50 € en fonction des phases, des différentes phases. Ce qui est vrai par ailleurs, c'est qu'il n'y a pas en revanche de passe-droit. Ça, je peux vous le dire, puisque par exemple, moi, je vais commencer à regarder aussi pour moi-même et je suis logé à la même enseigne que tout le monde pour avoir des places pour les Jeux Olympiques. Alors l'ENA, oui. Mathias Vichra, qu'est-ce que vous en retenez de l'ENA, de votre passage à l'ENA? Et puis, une question plus précise, vous avez créé là-bas une section CFDT, oui. On est d'accord, qui avait mené une belle guerre d'ailleurs contre la direction de l'époque de l'ENA, et vous aviez obtenu, vous allez me dire si c'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, l'annulation du classement de sortie. Est-ce que vous en avez gardé quelque part une fibre sociale, quelque part un attachement à la gauche? Alors, la première chose, c'est que moi, j'ai beaucoup plus appris à Sciences Po qu'à l'ENA. Ah bon? Je ne vais pas vous dire autre chose, je suis directeur de Sciences Po, donc je vends ma boutique. Mais c'est réel. L'ENA, c'est une école d'application qui a une vertu principale, c'est de vous faire des stages, notamment à mon époque en préfecture et en ambassade, donc des stages professionnalisants. Ce que l'on regrettait, et on était quelques-uns à le regretter, c'est que c'était une formation, sur le plan théorique, pas très aboutie, avec aucun corps professoral permanent.
avec simplement des profs professionnels qui venaient nous faire des cours, et avec un système de notation et de classement qui était franchement à améliorer. C'est la raison pour laquelle on a créé cette section syndicale avec d'autres. CFDT. Et c'est la raison pour laquelle, avec la direction, on avait fait un rapport sur la réforme de l'ENA, sur toute une série de choses à faire, parce qu'on considérait que cette école... Donc la réforme de l'ENA avant l'heure. Exactement, la réforme de l'ENA avant l'heure, puisque c'était en 2001 ou 2003. 2003. Vous avez sorti en 2004. En 2004. Et c'est vrai que c'est une école dont on attend beaucoup, puisque ce sont les élites administratives de demain qui en sortent, et qui, à l'époque, je trouve... il y avait quand même, d'abord, énormément d'endogamie sociale, énormément. C'est moins le cas, oui, c'est moins le cas aujourd'hui. Il y a notamment un dispositif qu'on a créé qui sont les classes prépa-talents, qui permettent d'avoir aussi une logique d'ouverture sociale. Et c'est moins le cas aujourd'hui quand même, parce que le recrutement a été amélioré et la scolarité a été améliorée. La section CFDT, donc vous en avez gardé une fibre sociale ou pas? Un attachement à la gauche? J'ai toujours, je ne sais pas si c'est la gauche, parce que le syndicalisme n'est pas par essence politique. En tout cas, moi j'en ai gardé la conviction que le dialogue social est absolument indispensable. Donc quels que soient mes postes, j'ai toujours tenu à passer beaucoup de temps dans le dialogue social, qui me paraît quelque chose d'absolument indispensable. Emmanuel Macron, donc, a fait partie de la même promotion que vous, Léna. Parmi d'autres, on était une centaine. Il y en avait beaucoup. Il a adhéré à cette section CFDT? Non, il n'a pas adhéré à la section CFDT, mais en revanche, il a signé le recours contre le classement, parce qu'on est la seule promo de l'histoire à avoir fait annuler notre classement de sortie. Il a signé avec vous? Ouais. Avec vous, avec Gaspard Ganzer, qu'on a vu à la mairie de Paris et auprès de François Hollande et d'autres. Et il soutenait en tout cas la nécessité d'une réforme de l'ENA, et du fait que l'ENA ne pouvait pas rester comme elle était, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à moderniser dans cette école. On reparlera de Emmanuel Macron. Le clivage gauche-droite, il existe encore aujourd'hui ou pas? Même si je sais que vous ne voulez pas vraiment parler de politique, mais c'est intéressant de savoir ce que vous en pensez. Oui, il existe, mais s'y est ajouté d'autres types de clivages. Et vous le savez aussi bien que moi, sur des logiques de souverainisme ou d'international. Qu'est-ce qui est plus important? C'est le clivage gauche-droite ou le clivage européen et anti-européen? Non, je pense que le clivage gauche-droite a encore sa pertinence. Après, il faut accepter qu'en dehors de ce clivage, il puisse y avoir d'autres clivages, notamment sur le rapport à la République, sur le rapport à toute une série de sujets, ou à la laïcité, par exemple. On voit qu'il peut y avoir des zones qui ne rejoignent pas simplement le clivage gauche-droite. Mais et le en même temps, c'est quoi? Ça, faut demander à son turiféraire. Non, je pense que le en même temps, c'est l'idée de se dire que sur toute une série de sujets, il faut dépasser les clivages politiques pour aller dans une forme d'intérêt général. Mais c'est pas à moi de faire l'exégèse de ce terme. À droite, on fait davantage confiance à la liberté individuelle, et à gauche, à la liberté collective. Est-ce que l'un peut aller sans l'autre? Moi, je dirais là, pour le coup, que le en même temps est nécessaire. Puis c'est, en plus, le triptyque de notre pays, c'est quand même liberté, égalité, fraternité. Donc ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. Et d'ailleurs, les hommes de gauche et les hommes de droite, est-ce qu'ils ont les mêmes héros? Et quels sont vos héros, à vous, Mathias Vichra? Quels ont été aussi vos héros quand vous étiez plus jeune? Moi, j'ai eu un héros qui, par ailleurs, a eu une carrière... qui m'a beaucoup inspiré, puisque je l'ai embrassé au début de ma carrière, qui est Jean Moulin. Jean Moulin. Il a été dans le corps préfectoral, et moi, quand je suis sorti de l'ENA, je suis allé dans le corps préfectoral. Vous avez été sous-préfet? J'étais sous-préfet en Picardie, où d'ailleurs j'occupais le bureau que Jean Moulin avait occupé au début, quand il était secrétaire général de la préfecture. Et votre héros, c'était avant la Picardie C'était avant, oui. Avant. Jean Moulin, pour moi, incarnait le héros historique un peu absolu, et ça m'a marqué d'être dans une préfecture où il avait travaillé. Et bien justement, quand on est sous-préfet, comme vous l'avez été, comment est-ce qu'on arrive à comprendre l'attitude de la préfectorale pendant la guerre et des préfets? Ça, c'est une très bonne question. C'est que, en fait, pas seulement d'ailleurs... on peut le dire, des préfets, des magistrats, des membres du Conseil d'État, des parlementaires, tout le monde acceptant d'ailleurs. D'ailleurs, le corps qui a le plus accepté les Pétain et les pleins pouvoirs à Pétain, ça a été la magistrature. Ouais. Et ça donne une réflexion d'ailleurs sur le fait, et on en parlait au début, sur la République. Vous savez que Pétain a supprimé République française pour État français. Moi, je trouve que là, c'est la limite du principe de légalisme. C'est-à-dire que pour moi, un haut fonctionnaire doit... c'est le principe d'Antigone aussi, il y a des lois qui sont supérieures aux lois du pays, doit pouvoir dire non. Et l'esprit critique. Ouais. Et l'esprit critique est absolument indispensable. Et aujourd'hui, ça me rassure, dans les jurys par exemple du concours de l'INSP qui a remplacé l'ENA, est valorisé le fait d'avoir des convictions. Le fait de dire
si par certains aspects, grand 1, il n'en demeure pas moins que grand 2, et à la fin on dit, mais tu penses quoi au fond ? Ça, c'est pas bon. Je pense qu'il faut avoir des fonctionnaires qui sont évidemment dans une forme de loyauté, mais aussi avec des idées. Et des idées, ça veut dire qu'on réfléchit. Hein, ça veut dire qu'on réfléchit, ça veut dire qu'on ne s'abaisse pas simplement à obéir. Et si on considère les fonctionnaires ou les hauts fonctionnaires comme des gens qui doivent d'abord obéir, je pense qu'on peut avoir un retour du refoulé historique et revivre des situations comme on a vécu. Et je pense que l'exemple, vous avez totalement raison, de ce moment des pleins pouvoirs à Pétain est extrêmement inquiétant sur la proportion de hauts fonctionnaires qui se sont réellement rebellés. Et pourquoi c'est dans la magistrature qu'on s'est le moins rebellé ? Ou qu'on ne s'est pas du tout rebellé ? Ça, je ne sais pas. Faudra que je regarde. J'ai vraiment l'impression de passer un examen historique. Mais ça, je ne sais pas. Donc, je ne savais pas. Peut-être qu'il y a plus de légalisme dans la magistrature. L'ENA, la haute fonction publique, ne nous a pas empêché de vous passionner pour le rap et le judo. Est-ce qu'il y a un lien, et c'est pas une question de Sciences Po l'ENA, est-ce qu'il y a un lien entre sport, musique et puis quelque part engagement citoyen ? Oui, moi je le crois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a souhaité créer une maison des arts et de la création et un statut de sportif de haut niveau à Sciences Po. Parce que, sans vous refaire vous êtes ceinture noire de judo ? Non, ceinture marron, parce que je me suis arrêté. Non, mais parce que je me suis arrêté à 16 ans, parce que j'ai voulu vraiment faire mes études, mais j'avais fait des championnats, etc. Donc j'ai fait beaucoup de judo. Donc il ne faut pas vous embêter, quoi. Non, si, parce que je suis évidemment extrêmement doux et non violent. Mais la réalité, c'est que je pense que, sans vous refaire le incorpore sanum en disant un corps sain dans un esprit sain, un esprit sain dans un corps sain, je crois que la pratique sportive et la créativité peuvent largement compléter un enseignement d'excellence. Et que c'est très important de faire les deux. Et c'est pour ça aussi qu'on crée un statut d'artiste confirmé à Sciences Po pour aménager la scolarité. Ça peut compléter ou ça peut favoriser ? Ça peut même favoriser. Je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on a, nous, des profils de sportifs de haut niveau qui sont excellents élèves et qui réussissent à cumuler les deux. Et on a aussi des artistes confirmés. On a une pianiste de renommée internationale dont on aménage la scolarité. Alors, une promotion de l'ENA, est-ce que ça suit tout au long d'une carrière ? Ce qui est vrai, c'est que quand vous avez 27 mois, c'était 27 mois de scolarité à l'époque, et que vous aviez à l'époque plus de la moitié de votre scolarité à Strasbourg, il y a un effet colonie de vacances. Donc si vous habitez Paris ou dans un autre coin de la France... Et donc du coup, vous vous retrouviez souvent avec des gens avec qui... Donc c'est comme l'armée, quoi. Hein. Ouais, avec qui vous créez des relations amicales, parce qu'en fait, vous êtes loin de chez vous. Amicales ou parfois inamicales ? Alors, ça peut être inamical, mais la plupart du temps, c'est quand même amical. Voyons le verre à moitié plein. Et du coup, ça crée effectivement, plus que dans d'autres endroits où, si vous êtes par exemple parisien et que vous êtes dans une école parisienne, vous rentrez chez vous le soir. Là, le soir, vous retrouvez les gens, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un sentiment un peu... Un esprit de corps ? Je ne suis pas sûr que c'est un esprit de corps. Je pense que c'est des affinités liées au fait de passer du temps ensemble, loin de chez vous, quoi. C'est aussi simple que ça. Et donc, vous savez pourquoi je vous pose cette question ? Quel souvenir vous gardez d'Emmanuel Macron à l'ENA ? D'ailleurs, c'est toujours votre ami ? Vous êtes toujours proche d'Emmanuel Macron ? Ça, faut lui poser la question. Je pense qu'il n'a pas énormément de temps. Il est très occupé. Quel souvenir vous gardez de lui ? Pas beaucoup de souvenirs, notamment le fait que... mais j'avais déjà raconté que lui et moi, on aime beaucoup le foot à regarder, mais on n'était pas de très bons joueurs. Mais on s'est quand même inscrit au foot à Sciences Po pour jouer avec d'autres qui jouaient beaucoup mieux que nous. Et lui et moi, on a... À quelle place ? On était mis là où il y avait de la place qui restait, parce qu'on n'était pas parmi les meilleurs. Mais on a, bien que le niveau n'était pas très bon au début et que le manager nous avait dit qu'on avait des pieds carrés, la réalité, c'est qu'on a eu tous les deux 10 sur 10 en foot, parce qu'on s'était amélioré. Et ça compte pour la note de sortie ? Même si, oui, mais ça compte le classement de sortie... Mais ça compte pas énormément. Ça compte pas énormément. Et à l'ENA, Emmanuel Macron, il était apprécié ou détesté par ses condisciples ? Il était très apprécié. Très apprécié ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on appréciait chez lui ? Parce que d'abord, il était assez présent, assez jovial auprès de beaucoup de ses condisciples, et donc il était apprécié, oui. Quand vous constatez l'évolution de la société Mathias Vissera, la société française, les fractures qui se multiplient, la violence de plus en plus présente dans les rues, les manifestations, le débat politique jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée. Qu'est-ce que cette montée de la violence dans la société dit justement de l'état de la France ? Ça dit surtout que, vous savez, il y a des études de linguistes qui montrent que moins on a de mots à son vocabulaire, plus on est violent. C'est-à-dire moins on a de possibilités de dénouer ou de désamorcer par les mots. Ça montre surtout qu'on est aujourd'hui dans une société où la cacophonie a remplacé le débat et on a de moins en moins de possibilités de confrontation d'idées de manière saine.
Et je pense que quand on ne peut plus, soit dans une arène politique, soit dans, y compris une arène médiatique, discuter en se respectant, même si on ne partage pas les mêmes idées, eh bien, ça débouche sur de la violence. C'est-à-dire qu'il y a des débouchés qui se font dans la rue ou ailleurs parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme de blocage de la possibilité de débattre. Donc moi, je pense que ce qui est extrêmement urgent, c'est de retrouver une éthique du débat. Retrouver une éthique du débat. Et ça se passe par toute une série de choses qui peuvent être... Et par Sciences Po aussi ? Et par Sciences Po aussi, bien sûr. Et l'université, l'école ? Bien sûr. À Sciences Po, on a eu un programme qui s'appelait Forecast sur l'art de la controverse, qui avait été lancé par Bruno Latour et qui permettait d'avoir une méthodologie du débat, sur comment un débat doit se tenir de manière méthodologique. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de retrouver ça parce que, honnêtement, on est dans une société tellement abrasive que si on ne retrouve pas une méthodologie, une éthique de la discussion et du débat, je pense que la violence continuera. La violence que l'on a vu viser Emmanuel Macron à travers des actes, des paroles et des accusations, de la mise en cause de sa légitimité, de son élection, à l'appel à sa décapitation par un élu LFI, en passant par des slogans, des discours ou des mises en scène haineuses tout au long de la séquence de la réforme des retraites. Comment vous expliquez cette haine anti-Macron ? Moi, je pense que ça participe de ce que je vous indiquais, qui est que on est dans une société bloquée sur le plan de la discussion et de la confrontation d'idées, et que du coup, quand il y a une forme de blocage généralisé, le débouché, c'est la violence. Et je trouve que c'est extrêmement regrettable, et qu'il faut essayer de trouver les arènes de la discussion, retrouver une forme de respect de l'opposition d'idées, parce que là, on a atteint un niveau, je pense, qui est... absolument épouvantable, et je pense que les réseaux sociaux ont leur part très importante là-dessus, et aussi, pardon de le dire, le système médiatique aussi, qui d'une certaine manière entretient cela. Le système médiatique dans son ensemble, on peut parler évidemment des chaînes d'information continue qui, pour certaines d'entre elles, ne font plus quasiment que sur une heure d'antenne 55% d'opinion, et 55 minutes d'opinion et 5 minutes d'information. Vous pensez à quelle chaîne ? Vous pensez à CNews, par exemple ? Je ne citerai aucune chaîne. J'ai l'impression que vous pensez à CNews. Je ne citerai aucune chaîne. Je pense qu'il y a, dans les chaînes d'information continue, parfois, effectivement, un modèle qui est plus lié en temps d'antenne à la polémique qu'à l'information. Or, normalement, ce sont des chaînes d'information continue, non pas des chaînes d'opinion continue. Et d'ailleurs, on parle de violence, de haine. Un nouveau cap de haine contre Emmanuel Macron a été franchi avec l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Cette agression, peut-être, doit-elle être un point de bascule, Mathias Vichra ? En tout cas, moi, je trouve ça extrêmement grave quand on s'en prend physiquement à des responsables politiques, à des membres de leur famille, et ça doit être condamné avec la plus grande véhémence et la plus grande fermeté. C'est inadmissible. Point de bascule ? Je ne sais pas si c'est un point de bascule, parce qu'il ne faut pas non plus donner un effet d'entraînement ou donner l'impression que ces gestes absolument débiles ont une portée qui permettra de dupliquer ou de se dire qu'il y a un mouvement qui va se créer, etc. Mais en tout cas, mais un point de bascule dans le rejet de ce qui se passe, c'est ça que je veux dire. C'est là, je pense qu'effectivement, et je crois que la classe politique a été assez unanime dans les prises de parole. Et est-ce que vous diriez aujourd'hui que la démocratie est en danger ? Je pense que la démocratie est toujours en danger, mais elle l'est particulièrement aujourd'hui par l'absence de débat. Et par les grignotages qui peuvent se faire des différentes formes de liberté. Et je pense aussi, par exemple, à la liberté académique, à la liberté d'enseigner, de chercher, qui est aussi une des composantes moins connues, qui est plutôt dans les sphères universitaires en termes de discussion, mais qui est un élément très important. La liberté académique, c'est aussi un des fondements de la démdémocratie. Retour au début de votre carrière, ou de vos études. Le Mélenchon de 2023 que vous avez connu en 99-2000, quand vous prépariez l'ENA, quand vous étiez à son cabinet de ministre délégué de Lionel Jospin, de l'enseignement professionnel. Est-ce que c'est le même que le Mélenchon d'aujourd'hui ? Alors ça, je ne pourrais pas commenter. Parce que vous étiez attiré par Mélenchon. Moi, j'étais militant socialiste et j'avais trouvé que l'aile de République sociale, d'ailleurs, la République sociale, c'était un journal d'ailleurs qui était produit par la gauche socialiste à l'époque, était un courant de pensée, moi, qui m'attirait à ce moment-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'étais pas en permanence, parce que je faisais mes études, mais j'ai travaillé au cabinet. Mais 23 ans après, auprès de lui. Quand vous vous souvenez de Mélenchon de l'époque, vous voyez celui qu'on voit aujourd'hui. Moi, Jean-Luc Mélenchon était ministre de Lionel Jospin, il est dans une autre position, je ne commente pas. Vous commentez pas ? Non. Et il vous déçoit pas ? Je ne commente pas. Vous commentez pas ? Vous diriez pas qu'il a vrillé ? Je ne commente absolument pas. Vous commentez pas. L'extrême droite aussi.
Mathias Vichra. Quand vous constatez que des militants de l'ultra-droite peuvent manifester en toute impunité en dénonçant la République, l'immigration ou le cosmopolitisme, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous fait peur quelque part? Je pense que la peur est jamais une bonne conseillère. Je crois que là, pour le coup, l'arsenal juridique permet de définir un cadre en disant ce qui est accepté et ce qui ne l'est pas. En l'espèce, cette manifestation avec tous les signes, les messages enfreignait toute une série d'articles. Mais la justice a dit non, on peut les laisser manifester après, quand il y a eu d'autres manifestations du même type. Alors, la justice administrative, en revanche, il y a des slogans qui ont été prononcés qui tombaient sous le coup de la loi. Et donc, à ce titre-là, il y aurait pu y avoir aussi des poursuites. Moi, je crois qu'effectivement, je ne vais pas me poser en censeur parce que ce n'est pas mon rôle, mais je crois qu'il faut être extrêmement prudent sur les messages de haine et les messages d'antisémitisme, de racisme qui peuvent être prononcés parce que pour le coup, ils entrent sous le coup de la loi. Et alors, aujourd'hui, donc directeur de Sciences Po Paris, c'est la période la plus heureuse de votre carrière, hein? Et vous avez plein de choses à faire encore? En tout cas, c'est la période la plus chargée, parce que j'ai eu des jobs importants en termes de charge de travail. Et là, je trouve que c'est une école formidable, où on forme une jeunesse à différents métiers. Et donc, je me sens une responsabilité très importante. Et donc, du coup, ça me prend beaucoup de temps. Donc, c'est une période très heureuse, très dense. Mais je suis ravi parce que j'ai des équipes formidables. Je suis très étonné et positivement étonné par tout ce que j'échange avec les étudiants. C'est une forme de cure de jeu. Vous êtes un homme heureux. Hein. Je suis un homme heureux. Merci en tout cas Mathias Vichra d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Dimanche prochain avec Elisabeth Borne.